Suite pour la liberté. Mais quelle est la Guadeloupe? Y a-t-il des personnalités, des politiciens, des gens qui prennent position, qui se mobilisent par rapport à ce qui se passe dans l'île? Oui, il y a une vie politique, c'est évident. Il y a une vie politique qui est extrêmement intense depuis les années 89. Il y a d'abord la première scission entre les patriotes de Pointe-à-Pitre et les révolutionnaires, contre-révolutionnaires sur la région de Basse-Terre. Il y a un certain nombre de groupes qui existent et qui sont des groupes puissants. Il faut aussi noter que c'est à cette époque qu'en Guadeloupe apparaissent les premiers éléments de la franc-maçonnerie et que cette franc-maçonnerie va instiller un certain nombre de réformes ou de débats d'idées dans la société esclavagiste d'abord et post-esclavagiste ensuite. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est que il y a, depuis 94-97, un corps militaire qui est un corps, ce qu'on appelle l'armée noire. Et que cette armée, qui a été levée en particulier par Victor Hugo pour défendre les nègres et permettre justement à la Guadeloupe, à la Convention, de conserver la Guadeloupe contre les prétentions anglaises, ce corps militaire est présent et il est effectivement aux affaires. Il est aux affaires, mais il n'est pas aux affaires seul. Il est aux affaires avec des négociants, il est aux affaires avec un certain nombre de juristes, d'avoués, et d'une classe, on pourrait dire, peut-être pas intellectuelle, mais de gens d'une certaine forme d'élite. Bien. Cette société, elle est effectivement regroupée et organisée en différents groupes. Et il est évident qu'une société esclavagiste est organisée sur les critères de la couleur de peau. Donc, même si cette société est une société libérée, et je dis bien libérée entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que moi c'est quelque chose que j'ai entendu ma grand-mère dire, elle disait qu'en 1784-89, le fouet est devenu la cocarde blanche, parce qu'il y avait une cocarde qui était attachée au fouet sur les habitations, que la cocarde est devenue tricolore. Ça montre bien, et on peut l'étendre cette remarque pour après 94, ça montre bien que ce n'est pas un système de liberté absolue. Cependant, si ce n'est pas un système de liberté absolue, il faut quand même faire attention au fait que ce n'est pas non plus l'esclavage et que dans ces conditions et avec tout près de nous, des pays comme la Dominique, des pays comme Antigua, des pays même comme la Martinique, qui est une colonie française, mais qui a été donnée aux Anglais, où l'esclavage stricto sensu existe et se pèse sur les hommes, la Guadeloupe, même terre de relative liberté, est une terre de liberté et qui attire des gens et qui va renforcer un certain courant. Et c'est dans cet espace politique avec différents courants que vont se dérouler les événements de 1802 et la guerre de 1802, il faut l'appeler la guerre puisque les troupes françaises la déclarent comme telle, c'est la campagne de Guadeloupe et c'est la guerre de Guadeloupe. Les gens vont s'inscrire dans cette logique. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que fait René quand il parle des hommes de couleur. On pourrait penser que, dans ma pensée par rapport à ce que tu dis, mais que c'est parce qu'il y a des hommes de couleur qui ont un certain pouvoir, qui ont profité de la révolution 94-97 à 1802, qu'il n'y a pas adhésion. Il y a cet aspect, ça me semble important, c'est indéniable historiquement. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable. Il ne faut pas oublier qu'en 1959, la Guadeloupe est passée sous la férule anglaise et que de 1759 à 1763, la Guadeloupe est développée par les Anglais et qu'il y a une importation massive de près de 30 000 nègres qui arrivent en Guadeloupe. Et c'est à ce moment que la Guadeloupe prend son essor sucrier au milieu du 18e. Bien. Mais ce que je voulais dire juste, c'est que à part le fait qu'il y a, je pense que ça a pu jouer, qu'il y a pu avoir des hommes de couleur ou des mulâtres, ou ce qu'on appelait à l'époque aussi des rouges, qui étaient dans les sphères dirigeantes de cette armée, il y a aussi le fait que cette grande terre sucrière, nègre, mais nègre récent, n'étant pas encore impliqué dans le jeu et intégré dans la logique communautaire guadeloupéenne, il est évident que ces hommes ne se sont pas mobilisés et que l'un des problèmes qu'Ignace a eu, effectivement, c'est que quand il part le 22 mai, pour le 24, pour la Grande Terre et pour soulever les masses, il n'a pas l'adhésion de ces masses. Donc,
je voulais juste relativiser Et comment, dire que c'est... comment le monde regarde cette Guadeloupe à l'époque? Il y a eu la Révolution française, les grands de l'Occident prennent des mesures importantes pour la vie de l'homme et l'esclavage existe sur ces terres, à Saint-Domingue, dans les autres pays de la Caraïbe, en Guadeloupe. Le monde regarde cette région avec des yeux comment? Avez-vous une idée là-dessus, Luc Renette? Écoutez, selon moi, hein, je remets un peu à l'appréciation des historiens. Si je me réfère un petit peu au livre d'Eric Williams qui s'appelle Capitalisme et esclavage, j'ai le sentiment, c'est un sentiment personnel, que les peuples d'Occident, bénéficiant eux-mêmes des retombées de l'esclavage et plus avant de la traite, n'avaient pas une grande préoccupation pour le sort de nos grands-parents. Puisque l'Église même avait autorisé l'esclavage, ils n'avaient pas, si vous voulez, de problème de conscience vis-à-vis de cela. Et je dois dire que je n'ai pas d'éléments me permettant de croire qu'il ait pu avoir une mobilisation populaire en France, en Angleterre ou ailleurs pour éradiquer le système esclavagiste, en dehors, si vous voulez, de quelques associations comme les Amis des Noirs. Hein, donc on est un peuple isolé à cette période. Un peuple isolé. Tout à fait. Et puis les communications ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je crois que les esclaves et puis ensuite les rebelles ont beaucoup fait eux-mêmes pour leur propre libération et qu'on ne pouvait pas attendre un salut venant d'une mobilisation, d'une révolte qui émanerait donc de Français ou bien d'autres Européens par générosité vis-à-vis de leurs frères de Guadeloupe ou de Martinique. Une question de Manuel? Je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas eu de révolte réellement populaire en Guadeloupe tandis qu'il y avait une à Saint-Domingue. Est-ce qu'il y avait une différence de vision par rapport à l'esclavage où se trouvait la différence? Je crois qu'il faut tout replacer dans le contexte. Quand je dis qu'il y a une révolte à Saint-Domingue, il faut aussi voir quand. Lorsque Richepense arrive en Guadeloupe, tout était terminé à Saint-Domingue. C'est-à-dire que Leclerc, Toussaint Louverture avait déposé les armes. La preuve, Leclerc va en profiter pour le déporter. Tout est terminé. C'est vraiment lorsque Richepense, dans ses excès, c'est-à-dire après avoir maté la rébellion en Guadeloupe, il va déporter plus de 3000 Noirs qu'il va essayer de faire vendre en Amérique centrale. On va les retrouver à New York. Vous avez 7 navires avec 2000 Noirs, plus ceux qui vont être envoyés à Brest, notamment l'armée de couleur qui a combattu à ses côtés. C'est lorsque l'un de ces bateaux arrive à Saint-Domingue et que des Noirs s'échappent et apportent l'information que Saint-Domingue s'embrase. Donc, à ce moment-là, véritablement, le combat est général. En Guadeloupe, Claude l'a dit, je l'ai expliqué, je n'ai pas vu beaucoup de divergences entre ce que nous disions. C'est vrai qu'il y a un contexte qui est très, très, très spécifique, qui fait que la Guadeloupe sort de l'ère Victor Hugues assez handicapée, et que par conséquent, on a encore des séquelles de tout. Alors, Richepense, il vient là pour rétablir l'ordre, pour mettre de l'ordre dans le monde militaire en Guadeloupe, ou bien il vient rétablir l'esclavage, et c'est une mission de rétablir l'ordre, c'est en tout cas sa priorité. Mais il est évident que dans ses instructions, il y avait clairement rétablissez l'ordre et rétablissez l'esclavage une fois que l'ordre est rétabli, dans la mesure où il ne sait pas comment ça va se passer. On l'a bien vu, Leclerc a eu un certain nombre de difficultés à réussir. Ceci dit, il est clair dès 1801 que l'objectif de Bonaparte, c'est rétablir l'esclavage dans toutes les colonies françaises, même si son discours est très ambigu parce qu'il sait qu'il peut avoir une résistance. Alors, un mot de Claude Auton et ensuite on passe à la dernière partie. Très déjà, pour dire que Richepense revient pour rétablir l'ordre et comme disait René, pour rétablir l'esclavage. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il faut savoir que Richepense arrive en Guadeloupe avec une liste de séditieux de 25 personnes qui sont les chefs de la révolte et qui sont nommément désignés avec leur couleur de peau, métisse, hommes très dangereux. Oui, 25 de 42 effectivement. Ils sont ciblés. Et ces hommes, ils vont être recherchés pour être déportés, pour être fusillés. Donc il y a un projet politique et il y a un projet de rétablissement de l'ordre antérieur. C'est clair et ça ne souffre aucune discussion. Liliane Francil, en entendant tout cela,
en travaillant en mai dernier sur les reconstitutions, vous regardez la Guadeloupe, les Antilles d'une autre façon, vous comprenez les gens, vous comprenez mieux les gens qui vivent là? Écoutez, je vois surtout un certain nombre d'a priori qui font qu'en 2002, on entend encore des gens dire, mais après tout, pourquoi investir autant dans une opération comme celle-là? Pourquoi parler autant d'histoire? Il faut regarder devant nous maintenant, comme si on pouvait construire le présent sans le passé. Et en tout cas, ce que je peux dire et ce dont je peux témoigner, c'est que les gens et les jeunes en particulier ont besoin. Il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin de connaître cette histoire. Mais c'est vrai que, à force de nous l'avoir racontée comme d'une histoire handicapante, avec toute une série d'atavismes qui ont l'air de nous empêcher d'avancer, on a refoulé cette histoire-là parce qu'elle ne nous permettait pas de nous construire. Quand on nous la raconte différemment, avec ce qu'elle peut avoir de négatif comme ce qu'elle peut avoir de positif, on la vit, on se la réapproprie différemment. Et c'est vrai que le poids des images dans cette réappropriation est fondamental parce qu'on vit aujourd'hui dans une culture d'images à l'heure d'Internet et qu'il faut raconter cette histoire différemment. Il faut nous permettre et permettre aux jeunes de se la réapproprier, de s'y intéresser différemment. Il faut réhabiliter le travail des historiens. Et ce film, je l'ai réalisé aussi en me disant, et là je ne rêve pas, qu'il pourrait être diffusé sur d'autres écrans que nos écrans et que nous puissions, nous aussi, figurer dans des cahiers, dans des revues de films qui racontent des guerres, qui racontent notre histoire, à notre manière, avec notre lecture, comme toutes les autres histoires d'autres pays. Et je crois que si on réussit ça, on aura réussi quelque chose d'important. Ernest Pépin, le traumatisme, il est encore là. Comment s'en sortir? Le traumatisme est encore là, puisque pendant très longtemps, l'histoire a été tue, comme le disait Lydiane tout à l'heure. Je me souviens personnellement que lorsque j'ai passé le brevet élémentaire, j'ai eu Napoléon. L'enseignante hier m'a dit, est-ce que c'est tout ce que vous savez? J'ai cherché dans ma mémoire, j'ai dit tout ce que je savais. Mais je n'avais pas dit que Napoléon avait rétabli l'esclavage. Ce n'était écrit dans aucun manuel scolaire. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui encore, ça soit réellement écrit dans un manuel scolaire. Donc, le fait de restituer l'histoire, de redonner à vivre l'histoire, de créer une conscience de l'histoire est un élément capital. Non pas simplement, je dirais, pour créer des polémiques ou susciter des rancunes, mais pour pouvoir construire l'homme guadeloupéen et construire également la société guadeloupéenne. Et j'ajoute une autre chose qui est très importante que Lydiane a souligné, ou en tout cas quelqu'un a souligné, la culture, non, c'est Lydiane qui en parlait, on nous accuse effectivement parfois du coût de ces manifestations, de ces célébrations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture, là, a été un outil de développement, non seulement économique, on l'a vu avec les canons qui ont été restaurés, on l'a vu avec les costumes qui ont été réalisés, on l'a vu avec différentes, je dirais, manifestations, mais surtout un outil aussi, je dirais, de développement, j'ai presque envie de dire, psychique du peuple guadeloupéen. Et ça, c'est important. Profitant de cette culture lucrénette, est-ce qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen, débarrassé en partie de ce poids de l'histoire, est-ce que le Guadeloupéen peut prendre place dans cette grande marche de la famille humaine, je dirais? C'est bien là l'objet de notre démarche. Et puisque nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, j'aurais voulu dire que tous ensemble, notre génération, vous, RFO, ICV, le Conseil général, qu'il faut remercier parce qu'il a cru en nos propositions, en notre projet, et surtout en la capacité de Guadeloupéens et de Caribéens de faire quelque chose qui semblait un peu hors de notre portée. Je crois que nous sommes aujourd'hui en train de léguer, tous ensemble, à notre jeunesse qui en a besoin, et aux générations qui viennent, un outil, je dis, qui permet effectivement de nous identifier. Dans le film, on voit ce témoignage de cet homme qui parle, je comprends mieux l'autre aujourd'hui, le racisme et tout ça. C'est une autre Guadeloupe qui... J'espère. En tout cas, nous avons le sentiment d'avoir quelque chose à léguer. C'est un héritage, quelque part, que collectivement nous laissons. Je dis bien collectivement, parce qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, donc de démarche personnelle. Et je crois qu'on doit en être légitimement fiers. Quand je dis on, nous tous ensemble. Et je crois aussi que la Guadeloupe s'est construite à travers une histoire un petit peu chaotique,
où on a vu des Guadeloupéens, des Martiniquais et aussi des Saint-Luciens, puisque cette période a vu quand même pas mal de rencontres entre Caribéens et aussi avec des Français. Il faut préciser que ces reconstitutions, curieusement, ont été l'occasion pour que des Martiniquais, des Guyanais, des Guadeloupéens, même des Haïtiens et des Français, et même des gens aussi, si vous voulez, donc, du Moyen-Orient qui vivent ici, se rencontrent et apprennent à se connaître et à s'apprécier, et ça c'est formidable. Manuel, est-ce que vous avez la chance que nous n'avons pas eue, qu'un SPP n'a pas eu? Est-ce que l'histoire à l'école, c'est un élément important de votre connaissance, de votre enseignement aujourd'hui? Oui, on nous a fourni un document assez important. C'est un livre traitant de l'histoire des Antilles et de la Guyane. Cependant, le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous appesantir sur ce programme du fait que la majorité des sujets qui nous sont donnés dans nos examens sont surtout faits d'histoire ou de géographie mondiale et très rarement guadeloupéenne. D'où certes c'est un très bon objet, on peut le lire simplement pour soi, mais au niveau de l'école même, à part épisodiquement. Entre vous, vous en parlez, il y a une curiosité juvénile par rapport à tout cela? Ça dépend. Ça dépend réellement. Ce n'est pas un sujet commun à tous les jeunes, mais quand dans certains groupes, c'est sûr qu'on parle de notre histoire. Quand on vient de plusieurs horizons, on aime bien parler de notre culture et de l'histoire qu'on a. C'est intéressant. Messieurs, madame, vous avez compris que j'ai voulu terminer par Manuel, ce jeune qui, l'avenir de la Guadeloupe, à l'instar des autres qui vont à l'école aujourd'hui. Loin de nous l'idée d'avoir tout dit sur 1802. Les historiens sont là, d'autres ouvrages vont sortir et nous allons bien sûr avec la Guadeloupe suivre ce que vous allez faire, messieurs, pour l'avenir de ce pays-là. Merci en tout cas d'être venus ce soir répondre à nos questions. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'opération Écoute de Liberté se poursuit jusqu'au 22 décembre prochain. Très bonne soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Ils ont déclaré justice, égalité, oh, oh, tous ces hommes et ces femmes, jamais je ne peux les oublier.